Quand tu enregistres tes méditations, il y a ta voix, qui est parfois très hypnotique. Quelquefois, tu te retrouves dans un état super hypnotique. J'aime bien, parce que c'est un peu comme quand tu es drogué, tu sais, ce centre d'énergie. Et ça vous aide vraiment à vous plonger dedans. Mais il y a aussi ces pistes d'accompagnement. Est-ce que ce sont des pistes neuroacoustiques qui aident à l'entraînement du cerveau qui ont besoin d'être là? Ou est-ce que c'est juste une musique agréable? Ok, c'est une excellente question. Nous avons étudié ce qui se passe avec la musique pendant les méditations. Et il doit y avoir un type de musique qui est superposé, où aucun son ne peut vous distraire. Aucun son ambiant. Vous ne pouvez rien entendre. Vous entendez ce genre de son complet. Et nous avons remarqué que lorsque la musique n'a pas de pause ou d'interruption, mais qu'elle est superposée, la personne est immergée dans son monde intérieur. Si nous utilisons des rythmes d'oiseaux ou certaines choses comme ça, je suis certain maintenant que ce n'est pas le rythme qui fait ça. Ce sont les mathématiques du rythme qui en sont responsables. Nous avons donc commencé à remarquer, lorsque nous avons devant nous des gens dans certains états, que ça arrive même lorsque je disais certains mots. Nous pouvions voir 14 personnes aller à gamma en même temps. Ils disaient « Oh, c'est incroyable, vous auriez dû voir ça !» Et ils me montraient les scans. Les scientifiques me montraient ces scans. Et puis une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé à choisir de la musique mathématiquement plus complexe. Et je pouvais synchroniser ma voix d'une certaine manière avec cette musique. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Oh cool! Et j'ai réussi à entraîner quelqu'un. Et puis au lieu de le dire quand ils s'attendent à ce que je le dise, je ne le fais pas. Après l'avoir fait pendant un certain temps, j'attends un peu plus longtemps. Et ils le font d'eux-mêmes. Ils commencent inconsciemment à bouger, en anticipant ce que je vais dire. Mais je ne le dis pas. Ensuite, j'attends à peu près un autre tour mathématique. Et je le dis à nouveau en faisant ça. Ça, c'est quand vous faites l'enregistrement? Ouais. Ou quand on le fait en direct. Ok. Et puis tout d'un coup, je vois la personne. Il commence à y aller avant que j'y aille. Ce sont les mathématiques, l'entraînement, le rythme et le fait de bouger. Ils attendent. Et ça ne vient pas quand ils s'attendent, mais ça vient au suivant. Ils sont déjà en train de le faire avant que je le fasse. Ils développent la capacité de le faire. Ils ne savent pas qu'ils le font. Donc nous commençons à le faire de manière consistante. Et puis comme j'ai de plus longues périodes dans la façon dont je le fais, nous remarquons que bêta apparaît quand nous avons plus de temps. Comme nous l'avons remarqué, le temps est une grande affaire. Quand vous êtes en alpha, le temps semble un peu plus long. Quand vous êtes en bêta, vous avez beaucoup de temps. Tout se ralentit énormément. Le temps ici est toujours le même. Mais votre temps relatif est juste beaucoup plus lent. Donc, en dessinant des intervalles de temps un peu plus grands, je peux entraîner un modèle d'onde cérébrale plus lente. Donc nous avons juste étudié la technologie. Vous l'avez modifiée au fur et à mesure pour l'ajuster. Oui, et j'ai quelques grands musiciens. J'aime participer à tout ça et en faire partie. Vous parlez des effets de la lumière en relation avec ces états de conscience. Il y a donc un élément qui serait ces visuels des fractales et des effets de kaléidoscope et des choses comme ça. Qu'en est-il de l'effet de toute la lumière artificielle dans notre environnement, comme la lumière bleue la nuit, et certaines de ces choses dont nous prenons conscience maintenant, comme une perturbation de notre rivière circadienne? Cela interfère-t-il avec la conscience? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème? Peut-être que si la personne a déjà un système affaibli, je pense que l'information environnementale pourrait pousser le système nerveux dans une direction ou une autre. Je pense à une personne qui passe 12 heures, en termes d'exposition, à ces incandescences fluorescentes très fortes. Je pense que cela a un effet sur le système nerveux. Mais je sais aussi que si vous venez de vous lever et que vous allumez la lumière dans votre salle de bain au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, vous allez commencer à produire de la sérotonine, parce que votre œil est sensible à cette bande de lumière visible. Si vous avez des ampoules rouges, des ampoules oranges, des ampoules jaunes foncées, cette longueur d'onde ne semble pas stimuler autant de sérotonine. Donc je pense que le vrai problème n'est pas tous ces trucs artificiels, que nous aurons toujours, mais le fait d'être dehors dans le bon type de lumière. Et c'est la nature, et ouvrir notre conscience, et ne pas continuer à rétrécir notre concentration, mais faire l'expérience de tout cela et être dans l'électromagnétisme des systèmes vivants complexes qui interfèrent les uns avec les autres. Je veux dire, pour moi, c'est le bon type de lumière. Je pense qu'un rafraîchissement ou un redémarrage dans la nature devrait être quelque chose que les êtres humains en tant qu'espèce doivent faire. Je le fais. Je veux dire, je voyage partout. J'enlève mes chaussures, je cours quelque part et je m'allonge sur le sol. Même s'il y a 20 minutes, je dois juste le faire.
C'est ce que j'étais en train de faire quand Joseph m'a appelé. J'étais dehors au soleil, avec mes pieds nus. J'étais là en mode « Oh, ça leur prendra encore un peu de temps ». J'avais juste besoin d'être dans la nature, de me prélasser dans cette lumière naturelle. Je veux dire, il me semble que concernant nos maladies dégénératives, un grand nombre sont en grande partie dus à notre domestication et à notre mode de vie, à notre déconnexion de la lumière naturelle, de la terre et de notre environnement. Nous nous transformons donc en animaux de zoo. Ouais, j'ai élevé 3 enfants. Et c'était juste le marché que j'avais avec eux. Tu peux utiliser de la technologie, mais tu dois faire quelque chose dans la nature. Qu'ils fassent du surf, du kiteboard, de l'escalade ou autre. Ils font tous quelque chose. Mais c'était un bon moyen pour eux de poser leur téléphone pendant 1 jour ou 6 heures, et de surfer ou de pratiquer l'escalade, et de ne pas penser à leur téléphone, de se déconnecter de la technologie, et d'être dans cet espace ouvert et cette nature. Et je pense que c'est une chose très saine à retenir. Et les problèmes de santé chronique nécessitent un changement de mode de vie. Il existe 3 types de stress, physique, chimique et émotionnel. Le stress physique, c'est les traumatismes, accidents, blessures, chutes. Le stress chimique, c'est les virus, bactéries, moisissures, champignons, taux de glycémie, gueule de bois, etc. Et puis vous avez le stress émotionnel, comme les embouteillages, la connexion internet, les deuxièmes hypothèques, la monoparentalité, le 401K, peu importe. Et toutes ces choses déséquilibrent le corps et le cerveau. Et donc les 3 types de facteurs de stress qui créent un déséquilibre. Et vous avez 3 types d'équilibre, physique, chimique et émotionnel. Donc l'équilibre physique serait l'exercice, le pilate, le yoga, la chiropractie, le massage, l'acupuncture, quelque chose qui aiderait le corps physique. Pour l'équilibre chimique, vous éliminez certains aliments, vous faites le bon type de choses, vous faites de meilleurs choix, comme prendre des vitamines, tout médicament chimique qui pourrait aider le corps à rester en équilibre, comme les hormones ou autres. Et puis vous avez l'équilibre émotionnel. Et l'équilibre émotionnel consiste à réguler et à gérer le stress. Il s'avère que 75 à 90% de chaque personne qui entre dans un établissement de santé dans le monde occidental y entre à cause d'un trouble lié au stress. Stress émotionnel, stress psychologique. Cela représente 9 personnes sur 10, ou 8 personnes sur 10 en moyenne. Car tout stress finit par devenir un stress psychologique. Vous vous cassez la jambe, vous ne pouvez pas aller travailler. Le stress physique, vous devez prendre des médicaments. Cela change votre chimie. Maintenant, vous êtes stressé émotionnellement. Donc quand nous avons dirigé la clinique, nous avons été très clairs sur le fait que si vous obtenez 2 de ces 3 éléments dans l'ordre, le 3e sera toujours là. En les rendant plus équilibrés chimiquement, plus équilibrés émotionnellement, plus ils sont physiquement équilibrés. Plus ils sont équilibrés physiquement, plus ils sont équilibrés émotionnellement, et plus ils sont équilibrés chimiquement. C'est comme ça que ça marche. Le taux de réussite était vraiment génial. Mais une des choses que les gens faisaient, c'est qu'ils pensaient « Bien, ok, ils étaient une personne perfectionniste, autocritique, rigide, craintive, qui mangeait tous les bons aliments, mais ils étaient super malades, comme s'ils avaient des allergies alimentaires. Ils avaient des reflux acides, de la constipation, des éruptions cutanées. Et vous vous demandez ce qui peut bien causer ça. Et ils éliminent plus d'aliments. Et rien ne marche parce que le corps a été conditionné par la peur. Le corps est donc dans un état constant de vigilance, d'urgence. Et le corps croit qu'il y a un danger, un prédateur au coin de la rue. Et ce n'est pas le moment de manger quand vous êtes dans cet état. C'est le moment de courir, de se battre ou de se cacher. Et donc les gens se branchent sur ces états, et ils peuvent faire toutes ces bonnes choses et se mettre encore plus dans un coin. Mais le vrai problème est que s'ils mangent la nourriture la plus organique, combinant cétogène, zone végétalienne, pas d'eau, les bonnes enzymes et tous ces trucs, ils vont prendre toute cette nourriture, la décomposer en acides aminés. Et ensuite, les cellules vont Bon, parce que le signal de la cellule est la peur. Donc ils vont fabriquer des protéines de peur organiques. Ils vont simplement porter ça parce que c'est le signal qui est le produit chimique qui instruit et sélectionne le gène et la cellule. Il est donc important d'aborder la partie émotionnelle, car certains événements de notre vie nous font ressentir certaines émotions, et nous observons ces états émotionnels à travers la lentille de nos sens. Et dans un sens, nous pensons au passé. Donc le corps, si le corps est conditionné émotionnellement à la peur, il croit, il est dans la même condition environnementale, qu'elle soit réelle ou non. Donc pour le corps qui est dans un état constant de peur, ceci n'est pas un moment pour métaboliser.
Ce n'est pas le moment pour les projets de construction à long terme. Ce n'est pas un temps pour la croissance et la réparation, l'élimination et l'assimilation. C'est l'urgence. La cellule s'éteint. Donc c'est important pour la personne. Nous l'avons constaté à de nombreuses reprises au cours de nos recherches. Les personnes sont sensibilisées à tout ce qui se trouve dans leur environnement, parce qu'elles mobilisent toute cette énergie pour faire face à une menace dans leur monde extérieur. Ils n'ont pas l'énergie dans leur monde intérieur pour la croissance et la réparation. Ils sont donc sensibles à tout. Et ce sont leurs émotions qui affaiblissent et régulent à la baisse l'ensemble du système. Vous ajoutez donc l'électromagnétisme, qui est maintenant la fréquence, qui est maintenant le 4e type de stress. Et la personne sensibilisée alors, oui, vous la verrez sensibilisée aux choses de son environnement, parce qu'elle est plus encline ou plus victime de son environnement. Et pourtant, quand vous vous recalibrez, nous l'avons vu des milliers de fois. Les gens se libèrent de la peur, et tout à coup, leur digestion change. Leur niveau de douleur disparaissent, leur vision s'améliore, leur reflux acide disparaît, leur insomnie change. Le système est libéré, libéré de la survie. Et maintenant, le corps retourne en homéostasie, retourne en équilibre. Donc, je ne suis pas en train de dire que prendre soin de son alimentation c'est mauvais. Je mange bien, je prends soin de moi, et je fais de l'exercice. C'est important, mais en fait, je réagis. Mais la question est, combien de temps allez-vous réagir ? C'est ça la vraie question. Donc si l'on est capable de rassembler tous ces éléments dans un modèle plus large, je pense que cela aide les gens à être plus sensibles à la situation dans son ensemble. La fréquence est une question d'exposition, non ? Vous prenez votre téléphone portable, c'est un transmetteur. Vous le placez contre de l'eau à 78% et vous avez une onde qui traverse votre cerveau. Et vous continuez à faire ça, encore et encore. Vous faites ça pendant 20 ans. Oui, la fréquence va réguler des différentes protéines. Si vous restez devant une machine à rayons X encore et encore, et vous travaillez dans un laboratoire de rayons X, et vous ne prenez pas soin de vous, l'exposition au fil du temps va faire muter l'ADN des cellules. La fréquence devient une fonction de l'exposition. Encore une fois, je dirais que la personne qui est plus cohérente dans son énergie, plus cohérente dans sa cohérence cardiaque et cérébrale, peut avoir un effet de champ suffisant pour disséminer ou dévier une partie de cela. Mais encore une fois, c'est juste une spéculation.